messieurs, bonjour. Nous vous interviewons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. On aurait aimé avoir un petit peu votre vision des choses sur le côté finance, géopolitique et peut-être nous apporter ensuite des préconisations. Hervé de Carmois, bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter succinctement ? Je suis d'extraction bancaire. J'ai été dans la banque pendant un demi-siècle. Banque américaine, patron d'une grande banque en Angleterre, banque d'affaires et création d'entreprises nouvelles qui est aussi une activité financière. Et je reste impliqué en ayant aidé à créer 3 entreprises. Une entreprise qui est dans le courtage, tradition. Une entreprise qui est dans l'immobilier, qui avait commencé avec 200 000 euros et qui en a 200 millions aujourd'hui. Et enfin, une entreprise qui s'appelle Meridiam, dont je suis aussi le président, mais pas l'actionnaire, qui est devenue en 15 ans la 4e affaire financière industrielle la plus importante pour créer des infrastructures. Et à côté de ça, vous avez une petite vie associative dans les think tanks. Vous avez été... Oui, on travaille. C'est évident que quand on prend sa retraite, il faut avoir une autre activité. Et notre famille a créé en 1780 une association qui a aujourd'hui 1000 personnes, soigne 10 000 personnes. Et nous avons été en Belgique en partie pour financer un nouveau département dans cette association, un département pour autistes qui verra le jour dans 1 an et qui me paraît répondre à un besoin français très important. Avec votre expérience du monde financier, est-ce que vous pouvez me dresser un petit peu le contexte de ce qui se passe à l'heure actuelle, tant aux États-Unis qu'en Europe, peut-être en Russie ? Qu'est-ce qui se passe sur les marchés financiers ? Quelle est la politique extérieure américaine sur les marchés financiers ? D'abord, les marchés financiers sont devenus colossaux. Moi, je suis frappé du fait que les grandes entreprises multinationales ont 2000 milliards de dollars, 2 trillions de dollars en liquidité qu'elles n'utilisent pas. Et si les entreprises multinationales n'utilisent pas leur liquidité, les entreprises financières qui ont, elles aussi, d'immenses liquidités, ne les utilisent pas. Et donc, la faible croissance mondiale est à comparer à l'immense ressource financière qui existe de par le monde. On peut dire qu'il y a entre 15 et 25 trillions de dollars disponibles qui se contentent de petits gains d'intérêt entre 0,25 et 1,50% et qui ne font rien avec leur argent. Charles Gave, est-ce que ça résonne en vous ? Oui et non. Alors, qui êtes-vous, Charles Gave ? Charles Gave, je suis, mettons, un intellectuel de la finance, c'est-à-dire que j'ai toujours fait 2 choses. J'ai essayé de conseiller les gérants de fortune sur ce qu'ils devraient faire de l'argent de leurs clients. Ça a été mon premier métier. Puis ensuite, il y a un certain nombre d'entre eux qui m'ont demandé de gérer de l'argent. Donc j'ai toujours été à la limite de l'étude de l'économie, de la finance et de la gestion de portefeuille. Ça a été mes domaines d'activité. Aujourd'hui, la société que j'ai créée à Hong Kong en 1998 a environ 900 clients dans le monde entier, tous gérants. Nous sommes 70 personnes et nous sommes lus par à peu près 12 000 personnes par jour. Et tous ces gens-là, nous avons des clients dans 65 pays. Et comme la France ne va pas bien, j'ai décidé de rentrer en France et de créer l'Institut des Libertés, qui est un endroit où on agite des idées, gentiment. Donc les idées que vous agitez, quand Hervé nous dit énormément de liquidités qui ne sont pas investies, ça vous fait raisonner, rebondir sur quoi ? Est-ce que vous pensez que ces entreprises qui n'investissent pas sont plutôt réticentes, sont plutôt prudentes, sont plutôt angoissées ? Non, c'est tout à fait simple. De quoi dispose l'entrepreneur ou l'entreprise pour prendre des décisions ? Elle a besoin de prix. Tous les prix viennent de 2 prix. Les taux d'intérêt et les taux de change.
De ces deux prix découlent tous les autres prix. Le taux d'intérêt, c'est ce qui permet de comparer le futur au présent. Et le taux de change, c'est ce qui permet de savoir si vous produisez à la maison ou à l'extérieur. Ces deux prix sont manipulés par les banques centrales, qui savent mieux que tout le monde, de façon absolument extraordinaire depuis 15 ans. Donc aujourd'hui, le système des prix dans le monde entier ne veut plus rien dire. Plus rien. Et donc, si vous êtes un chef d'entreprise, vous n'avez strictement aucune information. Vous êtes informé par la Pravda de l'ancien temps, si je peux me permettre. Et donc, vous n'avez plus d'informations. Je vous donne un exemple idiot. Les taux d'intérêt négatifs que nous pratiquons en Europe. Quand j'étais jeune, j'ai appris que les taux d'intérêt, c'était simplement le prix qu'on me payait pour l'incertitude du futur. Vous savez, on vous paye parce que vous ne consommez pas aujourd'hui. Des taux d'intérêt négatifs, ça veut dire que les taux d'intérêt, que le futur est plus certain que le présent. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est une imbécilité logique totale. Quand des chefs d'entreprise sont face à des banquiers centraux qui suivent des politiques débiles, comment voulez-vous qu'ils utilisent leur cash? À quoi et pourquoi? Nous avons Monsieur Studenikov, qui est numéro 2 de l'ambassade de Russie. Bonjour. Comment? Bonjour, je dis. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci. Qu'est-ce que vous pensez des manipulations des banques centrales sur les taux de change? Écoutez, c'est un problème sur lequel travaillent plusieurs chercheurs et plusieurs spécialistes dans tous les institutions financières et d'études partout un petit peu dans le monde. Et je ne pense pas qu'il y a une vision commune, qu'il y a une position commune à ce sujet. Mais si je comprends bien, ce système, dans le plan global, demande quelques modifications et changements, parce que les crises financières qui ont eu lieu il y a quelques années ont démontré la fragilité de ce système qui n'est pas fiable pour les économies mondiaux, qui a démontré ses faiblesses. Et je pense qu'aujourd'hui, peut-être, nous devons penser à cette modification globale du système actuel pour le rendre plus efficace, pour le rendre plus sophistiqué, pour le rendre plus pacifié peut-être. Oui, et nous, en Russie, nous pensons aussi à ce que l'existence aujourd'hui de cette seule devise internationale, du dollar américain, aussi crée des menaces, des dangers, fait les pays dépendants de cette devise universelle. Voilà pourquoi nous optons pour la diversification de ce système de devises. Nous essayons d'utiliser le rouble et yuan chinois dans notre commerce bilatéral avec la Chine. Nous pensons à faire en quelque sorte la même chose dans le cadre de l'organisation que nous avons créée il y a quelque temps, notre nouvel espace euro-asiatique, avec la participation de certains pays issus de l'Union soviétique. Nous croyons aussi que l'euro doit devenir en vraie devise concurrente par rapport à dollar. Donc voilà, je pense qu'il faut penser, il faut réfléchir ensemble, il faut faire notre monde du point de vue financier plus pacifié, comme vous avez dit, plus solide et moins dangereux pour les activités économiques. Je vais rebondir une seconde sur Hervé de Carmois, puis ensuite passer la parole à Olivier Berruyer. Hervé, guerre économique. Comment on peut modéliser cette guerre économique faite à travers les taux de change? Il y a... Le mot guerre veut dire conflit ouvert. Il n'y a pas de conflit ouvert. Il y a un dollar qui représente 80% des échanges dans le monde. Il y a des liquidités astronomiques au niveau des montants en dollars. Je dirais que espérer que l'euro
va croître et s'embellir et devenir une monnaie beaucoup plus de référence, impliquerait que la France et l'Allemagne se mettent d'accord sur la gestion intégrée d'une monnaie, intégrée en termes de budget, en termes d'abandon de souveraineté au profit de l'Europe dans le domaine monétaire. J'y suis considérablement favorable, mais les Français y sont opposés, les Allemands sont hésitants, et nous ne progressons pas. Et qu'est-ce qui nous fera progresser ? Éventuellement, c'est une crise financière. On se dira, on ne veut pas être totalement entre les mains des Américains qui, reconnaissons-le, dans la façon dont ils gèrent la monnaie et la finance, poursuivent des intérêts américains qui ne coïncident pas toujours avec les intérêts européens. Olivier Berruyer, on a parlé de l'Alliance eurasienne. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le partenariat transatlantique et le partenariat transpacifique ? Ici, on est dans un mécanisme qui est en train d'essayer de couronner un mouvement beaucoup plus long qui a une trentaine d'années et qui, à la fin des années 70, rentre dans une hyper-financiarisation de l'économie et des relations internationales. Par rapport à la finance dont on parlait tout à l'heure, on est face à un système financier qui, à la base, a un rôle fondamental de soutien, de financement de l'économie, et qui a fini par prendre son indépendance, quelque part, alors qu'à la base, il est censé être le cœur d'une économie, et donc de donner du sang à l'économie, a décidé de devenir autonome et de fonctionner que pour le cœur et plus pour le reste du corps, étant rétif à toute tentative de contrôle, et ayant le pouvoir de menacer tout le monde, donc en disant les jambes, si vous n'êtes pas gentils, je vais vous couper le sang. Donc filet droit. Et donc ce système fonctionne essentiellement pour lui-même et surtout il a la capacité à croître de façon démesurée, puisqu'évidemment pour aller faire du bénéfice, puisqu'on en est là sur le financement de l'économie réelle, on en fait un peu, enfin c'est pas royal. Dans les années 70, quand il y avait 2-3% de rentabilité dans une banque, c'était déjà Hollywood. Mais dans ce système qui n'est plus au service de l'économie, mais qui est finalement au service d'une forme de spéculation. Enfin, le système joue avec le système. Quand on regarde les échanges ou les produits dérivés, 90% des contreparties d'une banque, c'est un autre acteur financier. C'est pas une entreprise qui aurait besoin vraiment d'une couverture. Et donc, on est dans un mécanisme en roue libre. Et ce système, au niveau de la planète, aujourd'hui, si on agrège tout, est de l'ordre de 10, peut-être même 15 fois le total du PIB mondial. Donc, on a un système qui est complètement déconnecté des besoins de l'économie. Bon, on pourrait dire à la rigueur, pourquoi pas on pourrait dire c'est du casino, c'est vrai, mais après tout, le casino, c'est pas moral, mais c'est pas dangereux. Mais le système-là n'est pas contrôlé et prend des risques qui sont complètement démesurés. On a vu en 2008-2009, quand le système a commencé à tanguer, que c'était très difficile de le sauver. Donc les États ont dû, et les banques centrales, injecter des centaines et des milliers de milliards là-dedans, sauf que rien n'a changé. Et donc ils continuent à prendre des risques. Ils se disent même maintenant, tiens, j'ai une assurance géniale des États et du contribuable, donc continuons allègrement, et tout ça n'est pas contrôlé. Et ce que j'ajouterais, c'est que la difficulté, c'est que ce système, finalement, a pris le contrôle et des banques centrales, comme le disait Charles tout à l'heure, parce que certes, évidemment, la banque centrale fait n'importe quoi un peu partout, on est d'accord, mais elle le fait pourquoi ? Elle le fait pas juste comme ça, elle le fait au service aussi de ce secteur financier, et a pris le pouvoir du politique, indirectement des médias. Enfin, on voit qu'on est dans un système qui est très, très difficilement réformable. Charles ? Écoutez... Le système est difficilement réformable. Il est très facilement réformable. Très facilement. Quand Ronald Reagan il y a eu la crise des primes, des savings and loans aux États-Unis, il y a eu une crise assez grave. Il y a eu 4000 chefs d'entreprise de savings and loans qui ont été en prison. Nous avons eu la crise financière la plus importante de l'histoire, depuis les années 30, et aucun de ces gars-là, qu'il avait créé de toutes pièces, de Corzine en passant par tous ces gars-là, n'a été en prison. Donc la question essentielle, c'est qu'est-ce qui se passe exactement ? Et là, je rejoins l'analyse d'Olivier. Il y a un homme qui a demandé à avoir un petit déjeuner avec moi il y a 3-4 ans, qui s'appelait Thomas Hoenig, qui était le chairman de la Réserve fédérale de Kansas City.
qui était voting member du Fed, qui a voté 8 fois contre son chairman, Bernanke. Et il m'a dit, on a sympathisé, on était 2 chez Balthazar en bas à New York, là. Il m'a dit, Charles, il faut que je te dise quelque chose, tu m'es très sympathique. Depuis la fin des années Clinton, il y a une plutocratie qui a pris le contrôle des États-Unis, avec les 3 grandes banques que tout le monde connaît, et cette plutocratie gère la masse monétaire et le système financier américain au profit de cette plutocratie. Et la grande question, c'est comment allons-nous, Américains, récupérer notre démocratie? Donc, il ne faut pas s'imaginer une seconde, nous avons aujourd'hui une mafia qui a pris le pouvoir, c'est une mafia qui est quasiment criminelle, et il ne manque que de courage politique. Ouais, mais vous soulevez quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que cette plutocratie qui finance, on va dire, les présidentiables aux États-Unis, a mis la main aussi sur cette démocratie directement. Regardez simplement les nominés de la Banque centrale, qui est banquier central dans le monde aujourd'hui. Ils sont tous passés à un moment ou à un autre par cette plutocratie. Vous parlez de l'école de Chicago. Non, c'est pas du tout l'école de Chicago, je dirais plutôt, c'est tous les banquiers centraux sont passés par Goldman Sachs. D'accord. Tous. Il n'y en a pas un qui ne sont pas passés par Goldman Sachs. Monsieur Studenikov, comment vous voyez les mouvements de Goldman Sachs ainsi que les agences de notation quand les agences de notation sont amenées à noter la Russie quant à sa stabilité financière? Écoutez, nous avons l'impression que ces décisions sont trop souvent politisées. Sont trop liées avec la situation politique dans le monde, sont trop liées avec l'état des relations entre Moscou et Washington. Que faire? C'est comme ça le modèle actuel économique dans le monde. Ces agences, effectivement, ce sont des agences respectées, ce sont des agences qui jouent un rôle important du point de vue de la création de l'image de tel ou tel pays. Donc, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Nous construisons notre économie, nous faisons tout ce que nous faisons. Ça nous complique parfois la vie, mais nous sommes sereins, nous sommes calmes. La situation va changer, on joue. Par rapport à, excusez-moi, vous êtes serein, vous êtes calme, mais vous dites la situation va changer, donc je vous coupe. Va changer parce que nous sommes... Vous allez rester serein. Nous sommes optimistes du point de vue de l'économie russe. Nous avons notre plan à exécuter. Voilà pourquoi, oui, ces agences prononcent leur opinion à l'égard de la Russie, et pas uniquement à l'égard de la Russie. Vous savez que tous les pays sont concernés. Rien à faire. Trop souvent, nous ne sommes pas d'accord. Trop souvent, comme je vous ai dit déjà, nous sommes persuadés que certaines décisions, certaines opinions de ces agences sont politisées, sont liées avec l'état actuel de la situation politique, économique, et ne reflète pas l'état réel de l'économie russe, ou en tout cas pas complètement. Si je peux me permettre, est-ce que vous voyez une conjonction entre la perception des agences de notation à l'égard de la Russie, le fait que dès que les tensions avec la Russie sur des sujets annexes, tout de suite il y a des répercussions sur SWIFT, des répercussions aussi sur les cartes bleues à l'étranger. Est-ce que vous vous sentez encerclé aussi financièrement parlant? Franchement, non. Je ne pense pas que nous nous sentons encerclés. En plus, personne, pour l'instant, ne réfléchit pas, ne pense pas à cette histoire avec SWIFT et les cartes bleues. Tout marche très bien et nous sommes tous trop interdépendants. Nous sommes tous trop liés. L'Europe, les États-Unis, la Russie, le monde est global et je pense que ce n'est pas seulement en Russie qu'on pense de telle façon, mais même les Américains le comprennent. Donc pour l'instant, nous sommes là, nous ne sommes pas là. Si je comprends bien, en principe, en théorie, cette menace existe, mais le moment n'est pas venu et surtout maintenant quand, en principe, nous sommes en phase d'apaisement des tensions. À mon avis. En tout cas, le pic de cette confrontation a été passé, je pense. Charles? Si vous voulez, il y a aussi autre chose qu'il faut dire des États-Unis qui m'inquiète passablement. Et Dieu sait que j'ai été un
soutien des États-Unis pendant très très longtemps, et je le suis encore, c'est l'extraterritorialisation du droit américain. Les Américains ont décidé aujourd'hui qu'ils pouvaient appliquer leurs droits en dehors de chez eux, ce qui est une perte de souveraineté inimaginable pour les autres pays. On l'a très bien vu dans l'affaire de la BNP, qui, à partir du moment, si vous voulez, la façon dont ça se passait dans le temps... L'arbitrage, c'est ça L'arbitrage à l'américaine. Ben, c'est pas l'arbitrage, si vous voulez, c'est que d'un seul coup, les Américains ont décidé qu'ils pouvaient juger un individu extérieur qui servait du dollar parce que c'était américain ou une société, alors même que ce dollar était réparti à 2 personnes qui n'étaient pas aux États-Unis. On a vu des affaires qui sont passées comme ça. La BNP a ramassé une énorme claque là sur ce coup-là, et alors que c'était tout à fait inattendu. Donc d'un seul coup, ils ont décidé que puisque le dollar était américain, toute transaction qui avait affaire avec le dollar était automatiquement justiciable aux États-Unis. Ce qui est un abus de pouvoir et qui, à terme, met en danger le rôle du dollar. Oui, c'est une remarque essentielle. Je suis membre du conseil d'administration d'une affaire qui est la 4e dans le monde dans le domaine financier. Et nous avons travaillé avec un client qui a été malhonnête. Bon, on a sanctionné. On a renvoyé le client, on a renvoyé les directeurs, et maintenant, la Federal Reserve et le Trésor américain nous imposent des choix de contrepartie en Europe et aux États-Unis au prétexte qu'il y a 5 ans, nous avons eu une erreur qui a été faite dans nos bureaux il y a 5 ans. Bon, donc, les Américains exercent un pouvoir énorme car ils nous disent, si vous ne le faites pas, vous serez interdit du dollar. Or, si vous êtes interdit du dollar, vous pouvez fermer. Donc, il y a un pouvoir américain exorbitant. Exorbitant, il est ce qu'il est, et je ne vois pas que ni l'Europe, ni le Japon, ni la Russie, ni la Chine puissent, dans un délai de 10 à 15 ans, contrecarrer ce pouvoir-là. Donc je crois qu'il faut commencer par ça. La deuxième raison qui me paraît, c'est que la masse d'argent disponible qui ne s'investit pas crée des possibilités pour tout le monde. Et nous ne savons pas contrôler cette masse. Bon, et la troisième, et je terminerai là, c'est que pourquoi est-ce que nous ne savons pas la contrôler ? Parce qu'il y a des systèmes informatiques d'une très rare complexité que les banques centrales appréhendent avec difficulté, que les patrons de banque soupçonnent d'exister mais ne comprennent pas énormément, et qui gèrent ces flux d'une façon que personne ou très peu de personnes ne les contrôlent. La masse, la complexité des flux, le souci de gagner de l'argent crée un ensemble qui, à mon avis, est préoccupant. Olivier Berruyer, on a vu la masse. Maintenant, on va essayer de voir la réalité des choses. Comment ça va réagir peut-être avant sur ces points-là, parce que je serais plus mesuré, pourtant étant habituellement assez critique des États-Unis, sur ce point-là. D'un côté, moi je ne vais pas trop me plaindre du fait que les États-Unis sont peut-être le seul pays qui de temps en temps sanctionne des banques et qui ne sont pas que des banques étrangères. Dans l'affaire de l'énorme amende BNP Paribas, il faut quand même se rappeler que la filiale à Genève de Paribas a servi, ce sont les termes du procureur américain, de rôle de banque centrale du régime génocidaire du Soudan. C'est-à-dire qu'au Soudan, quand ils coupaient les gens à la machette, ils les achetaient grâce à Paribas Genève. Donc là, la première question, c'est pourquoi la France n'a pas mis une amende à BNP Paribas, déjà, ce serait intéressant. Deuxième point, l'extraterritorialité. Je ne vois pas trop d'extraterritorialité là-dedans. Les transactions se font avec du dollar. Le dollar, au bout d'un moment, il finit par être compensé aux États-Unis. Donc ils disent, vous utilisez notre monnaie, vous respectez nos lois. On peut juger que c'est intrusif, comme vous le dites, c'est assez stupide quand on a le rôle de fournisseur de la monnaie internationale. Mais si on n'est pas content, vous n'utilisez plus le dollar, vous utilisez autre chose. Hein, c'est pas ce qui manque sur la planète, les monnaies. C'est pas ce qu'ils disent, si je peux me permettre. Ils disent, si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, si on vous les ordres qu'on vous donne, vous êtes interdit de dollar. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous êtes puni. Ils ne vous disent pas, vous avez le choix.
Vous n'avez pas le choix, puisque aujourd'hui, 80%, tout ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale, c'est que les États-Unis ont fourni le dollar comme une monnaie internationale, et l'arrangement qui existait à l'époque, qui était très simple, était de dire la banque centrale du pays en question, d'un pays par exemple la France, vérifie que les transactions qui ont lieu en dollars entre deux de ces entités, entre la France et le Soudan, entre la France, est conforme à la loi française, et dans la mesure où elle est conforme à la loi française, nous n'avons rien à dire. Ils ont fait un reversement de charge de la preuve totale, il y a à peu près 7 ou 8 ans. Il y a 7 ans, et ça a complètement transformé le monde. Donc qu'on ne me dise pas, ils ont tout changé, qu'on ne me dise pas que c'était comme ça avant, ça n'était pas comme ça avant. Aujourd'hui, d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que les Chinois sont en train de monter un truc avec une carte de crédit. Toutes les cartes de crédit, à l'arrivée, sont soldées aux États-Unis, puisqu'elles sont toutes américaines. Maintenant, vous pouvez avoir une carte de crédit qui est soldée en Chine, en renminbi. Mais avant, vous ne l'aviez pas. Donc, ils ont favorisé une position de monopole, et l'ayant favorisé, ensuite, ils l'exploitent à leur profit. C'est ce que j'appelle du banditisme. Oui, mais ça, vous êtes au cœur de la critique libérale du monopole. Donc, à la rigueur, donc, vu leur attitude stupide, il y a de moins en moins de monopoles, tant mieux. Oui. Non, mais ça pendant 40 ans. En attendant, vous vous retrouvez en prison. Ça peut prendre... Ah oui, s'il faut vous retrouver en prison, vous allez utiliser de l'euro ou du yuan. Non, alors que vous n'avez rien fait d'illégal dans votre pays. Je m'insurge contre le fait que si je fais quelque chose d'illégal alors que je suis français et que je suis en France et que les États-Unis me mettent en prison à cause d'une loi américaine, je considère que c'est un abus de pouvoir. Mais pourquoi utilisez-vous les monnaies américaines? Utilisez autre chose. Mais parce que j'ai pas le choix. C'est le même principe que n'utilisez pas Google. On n'a pas le choix. C'est 80%. Mais qui n'a pas le choix? Non, Charles, pourquoi notre pétrole, on ne l'achète pas en euros? Non, mais l'idée est assez simple. C'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont dit « utilisez le dollar, nous ne ferons pas ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Nous vous le garantissons ». Et ils ont changé d'avis. Donc, si vous voulez, c'est un changement de droit commercial qui s'est produit à mon détriment. Oui. Et ben, il est évident que je vais prendre des mesures contre ça, mais ça ne veut pas dire pour une seconde que je l'approuve. Quand quelqu'un change, ne tient pas sa parole, je ne fais plus d'affaires avec lui, mais ça me prend du temps. Mais j'entends bien, Charles, vous êtes libéral, vous êtes en train de nous dire, en 1945, les États-Unis ont dit « filez-moi le monopole de la monnaie, faites-moi confiance, tout va bien se passer ». Et c'est étonnant, avec la gestion du monopole, ils usent et ils abusent de ce droit. Vous savez que c'est ce qui se passe systématiquement quand il y a un monopole, au bout d'un moment. Donc on ne peut pas s'en étonner. Bah, tant mieux, il faut qu'il y ait moins de monopole. Et la question, c'est comment on fait pour qu'il y ait moins de monopole. Et comme l'a dit... J'ai rien contre ça. Bien sûr. Il faut qu'on arrive à avoir un système monétaire international qui soit différent, qui soit beaucoup plus équilibré. On voit que les États-Unis s'opposeront dramatiquement à toute évolution, mais on voit que par ailleurs, ils ont des attitudes de plus en plus suprémacistes et stupides. Enfin, en termes de, quand on a la monnaie de réserve internationale, c'est stupide de faire ça. Bon, bah, ça va pousser à trouver des solutions alternatives qui sont en train d'être poussées par la Chine ou la Russie actuellement. Quand on a créé Internet, c'est quand même un sacré avantage d'avoir créé ça. On est le leader. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils espionnent toute la planète. Donc maintenant, il n'y a plus un Chinois, il n'y a plus un Russe qui achète du matériel américain en se disant « Attendez, c'est branché directement sur la NSA ». C'est stupide. Donc on voit bien que systématiquement... La seule chose intéressante dans ce raisonnement, si vous voulez, c'est penser que les fonctionnaires à la NSA sont compétents. Moi, vous savez, ce que j'aime toujours avec les Anglais, c'est qu'ils ont le sens de l'humour. Et ils disent toujours « On paye les fonctionnaires beaucoup trop, mais au moins on n'en a pas pour notre argent ». Ce qui veut dire par là, c'est comme ils sont incompétents, c'est une très bonne nouvelle. Donc s'imaginer que les gars de la CIA sont capables de suivre les informations qu'ils reçoivent, ça me fait plutôt rigoler parce que j'ai persuadé le contraire. Mais après, ils vont peut-être passer à l'intelligence artificielle pour traiter toutes ces métadonnées. Oui, l'intelligence artificielle, c'est ce qui marche dans les marchés financiers et ça vous fait crack sur crack. Alors là, tous les marchés financiers, les algorithmes et tout, c'est que de l'intelligence artificielle et ça marche pas du tout. Ça remplace pas ce que vous avez entre les deux oreilles. On pourra en reparler sur une autre émission. Vous avez parlé de Snowden. On va entamer la partie un peu plus géopolitique. Je vais m'adresser directement à Monsieur Studenikov. Déjà, merci pour l'asile auprès de Snowden en Russie. Quand nous avons vu Snowden prendre ses quartiers à Moscou, ça nous a fait un petit peu penser à une revanche sur l'affaire Orlov. J'avais l'habitude d'en discuter avec Jacques Andréani, qui était un de mes amis, et c'était notre grand sujet, en disant, voilà, les Russes ont Snowden, c'est l'équivalent d'un Vladimir Vetrov 40 ans plus tard, 50 ans plus tard. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que quand vous avez reçu Snowden à Moscou, ça vous a fait vous aussi penser à l'affaire Farwell? Écoutez, Snowden, c'est plutôt, pour nous, ce qu'a fait Snowden, c'est un acte d'un citoyen, c'est un acte d'un homme qui reste patriote,
qui veut tout simplement changer ce qu'il n'aime pas dans son pays. Et c'est un acte courageux, c'est une personne qui, vraiment, que nous ne pourrons que respecter, parce que vraiment c'est un acte courageux, il a marché contre le système, et c'est toujours très très compliqué. Nous le connaissons, parce qu'à l'époque soviétique, il y avait des gens qui, même à cette époque-là, avaient le courage de protester, d'aller contre le système. Ils ne sont pas si nombreux que ça, mais en même temps, ils sont nombreux. Donc, aux États-Unis, c'est un cas un petit peu... C'est une histoire pas très ordinaire. Cette histoire a provoqué un très grand intérêt en Russie. Et finalement, c'était la décision de Snowden. On n'a pas organisé l'évacuation ou c'est pas une histoire d'espionnage. Il a fait son choix. Il est arrivé à Moscou. On a beaucoup réfléchi. On a beaucoup étudié le sujet. Finalement, on lui a donné l'asile. C'est un homme tout à fait libre, il peut faire ses choix, il peut partir quand il veut, mais nous pensons que c'était une bonne décision de lui donner l'asile, de lui donner la possibilité de vivre, de travailler en Russie, parce qu'il a fait ce qu'il a pensé juste et correct. Mais évidemment, les Américains ont une vision tout à fait différente. C'est à peu près la même que la vôtre du temps de Farwell. Oui, c'est toujours comme ça, oui. Mais vous savez, Snowden, il n'a rien reçu pour son acte. Ce n'était pas un agent de quelconque service secret. C'était vraiment sa décision. C'était sa vision des choses. Qui était sensiblement la même que Farwell à l'époque. Farwell, Vladimir Vetrov avait trahi parce que, à son sens, le KGB était une institution complètement corrompue qui ne servait plus l'aigle à deux têtes. Il avait décidé de faire fuiter ce que le KGB savait. En fonction de ça, Snowden a fait sensiblement la même chose. C'est-à-dire qu'il a vu que la constitution américaine était foulée aux pieds de la façon la plus simple possible, et il a décidé de faire fuiter et de se réfugier chez vous parce que vous étiez les seuls à pouvoir faire bouclier contre les serres de l'aigle américain dans le monde. C'est-à-dire que même Julian Assange lui a déconseillé d'aller se réfugier en Amérique du Sud, avec tout le passé qu'on connaît des Américains en Amérique du Sud. Maintenant, vous avez votre président Vladimir Poutine qui a été annoncé comme l'homme le plus puissant du monde par Forbes. Vous vous retrouvez... Pour la troisième fois consécutive. Pour la troisième fois consécutive. Si je ne me trompe pas. Ouais. Quel effet ça fait d'avoir son patron qui est quand même l'homme le plus puissant du monde? Écoutez, ce n'est que l'opinion de cette magazine. Les autres magazines peuvent avoir une autre opinion, mais cela reflète quand même quelque chose. On a Vladimir Poutine qui est amené, on passe à la partie géopolitique, on est Vladimir Poutine qui a envoyé des troupes en Syrie pour pacifier, ou du moins stabiliser le cancer islamique sur place. Comment vous voyez l'évolution des choses? Tout d'abord, nous avons beaucoup œuvré pour que le processus de paix en Syrie soit entamé. On a beaucoup œuvré pour que la conférence en Genève, cette première réunion à Genève, aboutisse à la prise des décisions concrètes pour mettre la fin aux hostilités, mais on n'a pas reçu la bonne réaction de la part de nos partenaires occidentaux, parce que ils sont toujours, ou plutôt maintenant, il y a une certaine évolution dans les approches de nos partenaires occidentaux à l'égard de la situation en Syrie, mais à l'époque, tout le monde était absolument sûr qu'il faut chasser Bachar Assad du pouvoir, et après, ça sera la victoire des forces démocratiques, et la vie va s'améliorer de façon spectaculaire en Syrie. Donc il faut d'abord chasser Assad du pouvoir. On était vraiment beaucoup plus prudent déjà à l'époque, tout en comprenant que la position armée n'est pas homogène,
qu'il y a un élément très important, un élément islamiste, un élément radical dans cette opposition très important. Et maintenant, nous voyons que vers l'été 2015, l'État islamique est devenu un vrai fléau, un vrai défi, non seulement régional, mais global. Ils ont commencé en Irak, et c'est un surpris total pour tout le monde. Ils ont envahi une grande partie de l'Irak, une situation tout à fait inattendue, tout d'abord par les Américains, sans parler du gouvernement américain. Donc, après... Vous parlez de situation inattendue, ça me fait penser aux déclarations du général Wesley Clark concernant la déstabilisation de la ceinture méditerranéenne. C'est une vidéo qui est très, très facilement accessible sur Internet. Vous l'avez peut-être d'ailleurs vue, non ? Non. Le général Wesley Clark, vous appréhendez à peu près le personnage ? Oui, bien sûr, c'est un militaire au gradé très connu. Oui. Qui annonce sur une chaîne Internet qu'il passait par hasard au Pentagone et qu'un de ses collègues, un ancien collaborateur, lui dit « Venez, mon général, j'ai un mémo classé secret à vous montrer ». Ce qui dépeint une déstabilisation dans la région. Vous ne voyez pas de corrélation entre l'effondrement de l'Égypte, de la Syrie, de la Libye, bientôt peut-être le Liban, et le fait d'allumer un contre-feu, on va dire, de business en Afrique, c'est-à-dire éviter que l'Europe puisse se projeter par l'épandage d'un fléau, la stimulation d'un fléau, sur des principes économiques. Vous avez quelle perception sur ces fameuses révolutions de jasmin, ces révolutions arabes ? Et ensuite, on passera la parole à Hervé de Carmois et à Olivier Berruyer. Votre perception sur les révolutions arabes ? Vous ne voyez pas du tout de corrélation avec la Syrie ? C'est pas du tout la même chose ? Il n'y a pas... Très franchement, moi je pense qu'on ne peut pas monter si facilement les révolutions dans tant de pays du Proche et du Moyen-Orient et du Nord de l'Afrique. Je pense qu'il y avait des conditions qui se sont réunies pour que ces révolutions commencent, même si, vous vous rappelez peut-être, vous vous souvenez peut-être que la première révolution a commencé en Tunisie. Et c'était une chose absolument inattendue pour la France, qui quand même a des relations privilégiées avec ce pays, qui connaît tout le monde là-bas, qui a des réseaux, etc. Et quand même, c'était un surpris absolu, si je ne me trompe pas. Corrigez-moi si je suis pas raison, mais je pense pour que certains analystes, c'était pas du tout, c'était totalement anticipé. D'ailleurs, on pourra en débattre. Donc, pour certains analystes, les révolutions arabes étaient totalement prévisibles, de par l'augmentation du coût énergétique. Je vous rappelle le baril de pétrole à 147,90 qui a propagé les émeutes de la faim un peu partout dans la région. Mais c'est un sujet à discuter, peut-être. Le terreau était fertile. Quand même, les premiers événements en Tunisie ont été accueillis avec une certaine consternation partout et surtout en France. Je me souviens très bien de cette histoire avec Madame Aléo Marie, qui a été beaucoup critiquée pour ses contacts avec le régime au pouvoir. Mais après, quand ce mouvement a commencé, je pense que les forces extérieures ont beaucoup participé, et surtout je pense aux pays du Golfe qui ont soutenu certains courants dans les différents pays. Ils ont choisi leurs clients, si vous voulez, en Libye, en Égypte, en Syrie. Donc le début, c'était comme d'habitude le mouvement populaire, mais la continuation avec une forte participation étrangère et après avec une forte ingérence étrangère. Surtout en Syrie où certains pays du monde arabe ont soutenu de façon très concrète, même en fournissant les armements. Donc ils ont participé activement dans ce conflit interne en Syrie et dans d'autres pays. La Russie a observé toute cette situation. Je vous rappelle qu'on a bien soutenu, en tout cas soutenu, nous n'avons pas apposé notre veto à cette résolution concernant l'imposition de certaines mesures, le ciel fermé en Libye. Nous n'avons pas apposé notre veto en espérant que la pression soit accordée sur le régime de Kadhafi pour le faire négocier avec les insurgents, partout un petit peu dans le pays, mais surtout dans l'Est, dans l'Est du pays. Mais finalement, c'est toujours le problème de la façon comment on peut traiter telle ou telle résolution. Donc la résolution sur la Libye était telle qu'elle a été utilisée par nos partenaires occidentaux pour frapper, pour détruire le régime libyen,
ce qui a amené à la situation que nous constatons aujourd'hui. La Libye est déchirée. Vous ne voulez pas le même carnage en Syrie. Comment ? Vous ne voulez pas le même carnage en Syrie. Écoutez, nous sommes venus déjà assez tard, parce que le carnage était déjà en cours. Mais vraiment, nous ne voulons pas la liquidation totale de l'État en Syrie, parce que le résultat sera absolument désastreux pour tout le monde. Voilà, c'est la raison principale de notre implication dans le conflit. Et n'oubliez pas que nous sommes venus, nos partenaires occidentaux et la France ont bombardé les troupes de Muammar Kadhafi sans aucune permission et résolution spéciale des Nations Unies. On a compris que vous souhaitiez avoir une perception irréprochable de la communauté internationale sur vos frappes et que vous annoncez d'ailleurs quand vous frappez le territoire syrien pour éviter qu'il y ait une bombe qui se perde sur la tête d'un Américain ou quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, vous avez spécifié que vous allez instaurer un dôme d'exclusion aérienne pendant que les Russes frappaient en Syrie. C'est aussi votre façon de prévenir les gens. Attention, nous sommes là, nous faisons les choses correctement, d'une façon carrée, on a bien compris. Charles Gave, très rapidement, ensuite Hervé et Olivier. Écoutez, je crois que, puisqu'on parle de la Syrie, on ne peut pas comprendre ce qui se passe en Syrie si on ne fait pas allusion à la guerre civile qui déchire l'islam depuis à peu près 14 siècles, entre les chiites et les sunnites. Donc vous avez d'un côté les sunnites, qui représentent à peu près 60% de la population, mais je suis moi-même né en Syrie. La Syrie, c'est un pays de multiples communautés, et toutes les communautés savent parfaitement que si les sunnites reprennent le pouvoir en Syrie, elles vont se faire massacrer. Les alaouites en premier, les chrétiens, ce qu'il en reste, il y en a pas mal quand même. Les arméniens, ils sont chrétiens également. Donc vous avez une espèce d'alliance objective de toutes les minoritaires en Syrie. S'imaginer qu'Hafez al-Assad n'est soutenu que par les alaouites est une idée fausse. Et il est tout à fait évident que la Russie a eu son content de problème avec les sunnites qui sont venus intervenir en Tchétchénie il y a quelques années, ce qui avait assez peu plu. Donc, nous avons des bouts en guerre absolument extraordinaires au Qatar, en Arabie Saoudite, qui, si je peux me permettre, foutent le merdier partout. Et le plus rapidement on fera tomber ces salopards, le mieux on s'en portera tous. Le vrai ennemi, ça n'est pas les chiites, c'est les sunnites. C'est eux qui foutent le terrorisme partout. Oui, mais c'est aussi nos principaux partenaires. Non, on se fait acheter par eux. C'est pas des partenaires. Ah, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Olivier Berruyer et Hervé, à vous. On se fait acheter, Hervé. Pourquoi nous avons ce tumulte et ces difficultés dans cette région ? Pour moi, il y a une raison simple, c'est que les Américains se retirent. Pourquoi les Américains se retirent ? Parce qu'ils ont le pétrole chez eux. C'est déterminant dans leur stratégie internationale. Ils n'ont plus besoin de pétrole. Alors, à partir de là, les Américains n'ont pas été remplacés. Pourquoi ? D'abord parce qu'il n'y a pas de politique moyenne-orientale européenne. Les Anglais ont des points forts qu'ils exploitent habilement. Les Français ont des traditions à laquelle la France est fidèle. Et donc, nous n'avons pas une politique européenne très structurée vis-à-vis de ces pays. Et je dirais enfin que nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas sur place les réseaux, les hommes, la volonté que les Anglais ont eu de 1810 à 1940. Et ils avaient des centaines de dirigeants dans tous ces pays qu'ils avaient formés dans leurs universités et qui leur donnaient un pouvoir. Donc je dirais que le désordre qui prévale à l'heure actuelle au Moyen-Orient vont être durables. Olivier, durable ? Ça fait 4000 ans que ça dure. Oui, ça c'est... Comment ? Ça fait 4000 ans que ça dure, donc durable, ça le sera sûrement. Oui, c'est assez probable.
je dirais, on continue à avoir une forme de liquéfaction de l'Empire américain, qui se retire, certes, peut-être à cause du pétrole qu'ils ont chez eux, mais enfin, je ne suis pas sûr que s'ils voulaient, ils arriveraient à faire mieux. On voit bien que depuis maintenant une quinzaine d'années, les États-Unis, tout ce qui touche se transforme en plomb, quoi. C'est quand même assez incroyable, hein. En Irak, apporter la démocratie, on a vu. Après, ils disent la Libye, vous allez voir ce que vous allez voir, hein, on a vu. Là, dit, tiens, la Syrie, on va peut-être aider 2-3 groupes qui ont l'air sympathiques là-bas. Pas de bol, c'est Al-Qaïda, mais c'est assez gênant. Donc on voit qu'on a quelque chose de profond. Moi, je partage tout à fait l'analyse de Charles sur les gentils mécènes qui participent à la haute corruption de notre système politique. Le Qatar, l'Arabie Saoudite, on voit très bien qu'on ne dit strictement rien là-dessus, hein. On se précipite pour aller leur vendre des armes. Évidemment, là, la démocratie locale là-bas, c'est pas être un problème. Enfin, en Russie, ça a l'air de nous intéresser, la démocratie en Russie. Au Qatar ou en Arabie Saoudite, beaucoup moins. Pourtant, il y a des choses sympathiques qui se passent. Ils embauchent des bourreaux, actuellement, d'ailleurs, si des gens sont intéressés, s'ils ont du mal au niveau des décapitations à suivre. Donc, effectivement, voilà, on a une zone de danger. Je suis quand même très inquiet de voir cette forme de puissance qui vise à l'autodestruction, hein, au niveau des États-Unis, qui sèment la désolation sur la planète, mais partout, enfin, sans raison. En cherchant des ennuis, hein. C'est difficilement compréhensible. Pourquoi ils envoient, il y a 15 jours, un bateau là, juste contre une île chinoise? Enfin, c'est quoi le but? Ça leur plairait que les Chinois envoient comme ça un bateau sur les côtes américaines? Enfin, assez peu. Donc on voit que quelque chose n'est pas contrôlé et on voit que le système n'est pas réformable. Et si je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, je partage aussi la vision, je reviens rapidement sur la finance, sur ce qu'on disait tout à l'heure, on n'était pas désaccord avec Charles. Le système financier, les problèmes diplomatiques, ça peut se résoudre très facilement, hein. Il suffit d'avoir des hommes politiques probes, soucieux de l'intérêt général, avec une volonté. Voilà, donc en théorie c'est simple, et là ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en pratique malheureusement on ne l'a pas. On ne peut pas poser la question, tiens, ça fait quoi d'avoir le président le moins puissant du monde, parce que c'est ce qu'on a un peu en France. Oui, c'est quand même un vrai problème. On voit qu'on a des hommes politiques qui sont ou dans la main diplomatiquement des Américains, quand c'est pas du Qatar, dont le souci et dont la compétence est très faible, dont leur pouvoir a été d'ailleurs complètement aspiré par des instances supérieures. C'est aussi ce que disait Charles tout à l'heure. Il disait, c'est facile pour s'en sortir, il faut remettre la démocratie en place. Ouais, ok. C'est petit. En Grèce, ils ont essayé, ça ne veut pas marcher des masses. On voit qu'on est face à des forces qui sont extrêmement puissantes. Évidemment, l'Union européenne, dont on dira un mot, j'espère, tout à l'heure, a aussi un rôle là-dedans de frein considérable. Soit c'est un frein, soit d'ailleurs ça met de l'huile sur le feu, comme ça a été le cas en Ukraine. Donc moi, en tant que citoyen, j'ai honte, et j'ai honte en permanence. J'ai honte quand je vois François Hollande se comporter comme il le fait avec la Russie. J'ai honte quand on soutient un gouvernement dont il y a quand même des quasi-néo-nazis au pouvoir il y a un an. C'est un peu moins le cas aujourd'hui. J'ai honte quand on voit que, d'ailleurs, François Hollande, dans un livre, a avoué qu'en 2012, il a fourni des armes aux rebelles syriens. Déjà, de quoi on s'occupe? Deuxièmement, c'était d'ailleurs interdit par l'Union européenne, hein. Il y avait quand même un embargo à ce moment-là qu'on a joyeusement non respecté en douce. J'ai honte quand Laurent Fabius nous expliquait que le Front Al-Nosra fait du super boulot, alors même qu'on lui pose une question, sachant que ce front vient d'être mis sur la liste des organisations terroristes par les États-Unis, 3 mois plus tard, il s'affilie à Al-Qaïda. Enfin, c'est quand même fabuleux, je dirais. Et en ce moment, les rebelles syriens ont des armes françaises qui ont été généralement fournies par nos grands démocrates du Qatar et de l'Arabie Saoudite, on y revient, qui sèment la désolation sur la planète. Et voilà, donc on ne fait rien, on continue d'ailleurs dans ces attitudes suicidaires. On a fait semblant de les bombarder pendant un certain temps. C'est la vieille plaisanterie, si vous voulez. Si dans le monde, quand il n'y a pas... Il vaut mieux avoir un gendarme fou qu'une absence de gendarme. Et aujourd'hui, on est dans un monde où il y a une absence de gendarmes, donc tous les petits terroristes de base poussent sur les portes en espérant qu'elles seront ouvertes. Et il n'y a aucune résistance. Et donc, je ne connais pas, je connais bien l'histoire du Moyen-Orient. Il n'y a jamais eu un moyen tranquille s'il n'y avait pas un empire qui imposait sa loi par la force à l'ensemble de la région. C'est-à-dire que c'était l'Empire ottoman, avant ça c'était l'Empire byzantin, avant ça c'était l'Empire romain, puis les Grecs. Il n'y a jamais eu une période où le Moyen-Orient ne se soit pas mis sur la gueule comme des fous entre eux s'il n'y a pas un empire. Et maintenant, ça va être l'Empire turc, l'Empire russe, j'espère.
Écoutez, en ce qui concerne le gendarme, je pense qu'il y a un gendarme, mais un gendarme incapable, qui commence une guerre, ne termine pas, évacue ses troupes, et après, c'est le chaos total. Ils dépensent 5% de leur PIB chaque année après les Américains, et ils ne réussissent pas. Dès qu'il y a un homme de tué, ils s'en vont. Donc, si vous voulez, à quoi ça sert de dépenser 5% du PIB? Regardez la carte du Proche-Orient et du Moyen-Orient. Ils sont entrés en Irak, en Afghanistan. Ils participent activement dans les affaires en Syrie. Il y a aussi l'Égypte, il y a la Libye. Partout, le chaos total, pas de succès, pas une seule guerre gagnée complètement. Et au moment donné, ils voulaient aussi, bon, pas attaquer l'Iran, mais en tout cas, vraiment, on n'était pas au bord de la guerre peut-être, mais il y a pas mal de personnalités, des politiciens à Washington qui voulaient vraiment frapper. Et non seulement à Washington. La question est pourquoi? D'où ça vient? Parce que c'est quand même extraordinaire. On fait tous le même constat. C'est extraordinaire la capacité des États-Unis. Mais pourquoi? C'est leur système politique qui est devenu fou? On parlait du chaos contrôlé, la théorie du chaos contrôlé. Mais il paraît qu'ils ont créé le chaos, mais ils ne le contrôlent plus. Hervé? C'est l'incapacité des États-Unis à gérer le Moyen-Orient existe de tout temps. Ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas les hommes, parce qu'ils ne voient pas la mentalité, et fondamentalement parce qu'ils n'y voient plus leur intérêt. Et les États-Unis sont bons, comme... mais alors qu'est-ce qu'ils vont y foutre s'ils n'ont plus d'intérêt, qu'ils les laissent tranquilles? Ils continuent à intervenir comme des fous. Bon, ils interviennent parce que ils se retirent doucement, qu'il y a des conflits de personnes au sein des hauts dignitaires militaires américains, qu'il y a des conflits d'intérêts financiers à tous les niveaux. Je veux dire, c'est cette complexité-là. Mais les Américains ont pris la décision de se retirer de cette région. Ils se retirent mal. Personne n'y va à leur place, et les Européens absolument pas. Et donc, nous allons avoir du tumulte local en croissance. Comment pouvez-vous dire qu'ils se retirent du Moyen-Orient alors qu'ils continuent toujours à avoir un soutien forcené à Israël, qui est une pièce au Moyen-Orient? Très bien. Très bien. Je dis le Moyen-Orient dans son ensemble, à l'exception, et alors là vous avez tout à fait, d'Israël. Ouais, mais c'est comme un bout important du Moyen-Orient. Mais c'est un bout important. Il faut dire il y a 8 millions de Juifs aux États-Unis. Oui, non, mais c'est tout. Mais il faut dire que les Israéliens aussi, ils ont ce sentiment que les États-Unis partent. Bien sûr. Mais absolument. Ils ont aussi. Le soutien existe, les relations sont très denses, très privilégiées, mais les Israéliens aussi, ils se sentent un peu seuls dans ce monde. Les Israéliens, ils vont s'allier aux Jordaniens et aux Égyptiens, toutes affaires cessantes, parce que c'est tout leur intérêt. Et sans oublier le conflit arabo-palestino-israélien, parce que là, ce conflit est complètement oublié. C'est une stagnation totale, et ça aussi, ça crée des risques. Mais les Américains interviendront massivement si l'existence d'Israël est menacée. Pour le reste, ils se retirent au mieux de ce qu'ils peuvent. Alors, ils ne peuvent pas très bien. Est-ce que l'impérium américain vaut en qualité ce qu'a été pendant 130 ans l'impérium britannique? La réponse est non. Et pour des raisons très profondes de disponibilité d'hommes, d'intérêt pour la région et de qualité de leur diplomatie. Nous devons, nous, Européens et Français, en tirer les conséquences et se dire que si nous ne prenons pas en main notre destinée, personne dans cette région-là, personne d'autre ne le fera à notre place. Mais pouvons-nous vraiment le faire? Parce que la question est là. Charles disait tout à l'heure, à quoi ça sert de dépenser 5% du PIB dans des dépenses militaires? Enfin, bon nombre de parlementaires américains ont bien compris à quoi ça servait. Et pour le coup, en tout cas au niveau de leur compte en banque, sur ce sujet-là, Eisenhower avait fait quand même un testament, au jour où il est parti de la Maison-Blanche, extrêmement poignant, sur l'alerte sur le complexe militaro-industriel, qui aujourd'hui est un complexe militaro-financiario, bancario-industriel. C'est un vrai sujet. Enfin, attends
les moyens de le faire. Non, en théorie, c'est facile, oui, mais en pratique. Et la réponse est non. On n'a pas les moyens. Alors, qu'est-ce qui manque pour qu'on ait ces moyens? Il manque 3 choses. Il manque une volonté politique européenne, et elle ne vient pas. Il manque une capacité intérieure à mobiliser les 10 000 ou 20 000 Européens, y compris anglais, parce qu'ils ont des ressources en hommes tout à fait remarquables, qui pourraient se consacrer à aider à la situation là-bas. Et puis, il manque le fait que notre image dans tous ces pays, nous avons été les pays colonisateurs. Et donc, pour effacer 150 ans, 250 ans de colonisation où nous n'avons pas eu toujours la main légère, il va falloir encore quelques décennies. Monsieur Studenikov, est-ce qu'on va vers une 3e guerre mondiale? Bon, je ne pense pas, et c'est un tabou. Il ne faut pas même évoquer cette éventualité. Non, il ne faut pas même évoquer ce sujet. Non, je suis absolument convaincu que nous n'avons pas de raison pour même évoquer cette guerre. Il n'y a pas de rivalité idéologique d'autrefois. Il n'y a pas de régime tout à fait si différent qu'autrefois, les États-Unis et l'Union soviétique. Il n'y a pas de 2 camps, l'Est et l'Ouest. Non. Et tout d'abord, tout simplement, je refuse d'évoquer cette éventualité. Il faut faire tout le nécessaire pour essayer de trouver ensemble les sorties de différentes crises et de différents conflits qui existent aujourd'hui. Nous sommes toujours, malgré cette aggravation des relations entre l'Occident collectif et la Russie, nous avons toujours plusieurs domaines où nous pouvons et où nous coopérons avec succès. Et l'affaire iranienne est une preuve de cette coopération efficace. Tout en restant sur les positions différentes à l'égard de la crise syrienne ou de la crise ukrainienne, nous coopérons avec les États-Unis dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, dans l'espace, dans d'autres domaines. Donc, qu'est-ce que vous dites à votre partenaire chinois quand la Chine déclare « Nous sommes prêts à faire la guerre aux États-Unis, nous n'avons pas peur ». Qu'est-ce que vous leur dites aux Chinois? Vous leur dites, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. On se calme. Non, nous disons du calme. Ils s'en foutent, laisse tomber. Non, mais je ne pense pas que... Parce que j'entends... Le conflit entre les États-Unis et la Chine, c'est une possibilité, c'est une réalité. Je ne pense pas parce que là aussi, écoutez, c'est difficile de trouver deux pays qui sont si interdépendants du point de vue économique et financier. Donc j'ai du mal à imaginer un vrai conflit. Par contre, il y a des divergences sur la mer. C'est la sécurisation du chapelet de perles, du collier de perles. Oui, tout à fait. Il y a des problèmes, mais n'oubliez pas que la Chine a des problèmes avec ses voisins. Ce n'est pas une affaire chino-américaine. C'est plutôt un complexe de sujets, de litiges territoriaux entre la Chine et certains de ses voisins. Donc là, je pense qu'il y a la voie diplomatique pour trouver les solutions, les compromis. Et je pense que la Chine, avec son histoire de 4000 ans, avec sa savoir, avec leur sérénité, vraiment, parce que quand on parle de l'impérialisme chinois, parfois, ce n'est qu'une rumeur, ce n'est qu'une vraiment chose tout à fait inventée, parce que jamais la Chine n'était pas
impérialistes, si on ne parle pas mais la Chine, sur la sécurisation du collier de perles, ça a commencé depuis, on va dire, vers 2006, où on a vu les troupes américaines sécuriser la principale route énergétique chinoise. Que les Chinois construisent des îles, des porte-avions fixes, nous on appelle ça dans notre langage, c'est pas étonnant. Après, je ne peux que me prosterner devant vous avec votre discours d'apaisement très diplomatique. La réalité que nous percevons sur l'augmentation qu'il y a entre votre pays, l'Union européenne, la Chine et les États-Unis, c'est une augmentation grandissante. Nous voyons grandissante. Oui. Une augmentation grandissante, les signaux faibles sont de plus en plus clairs. Quand on voit des avions patrouiller à la frontière des espaces aériens, que ce soit européens ou américains et inversement, c'est une augmentation des tensions. Charles, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voyez aussi une augmentation des tensions, certes sur le système financier, mais une augmentation des tensions sur la géopolitique? Je suis absolument stupéfait sur cette histoire de Troisième Guerre mondiale. Elle a commencé. Je voudrais simplement dire quels sont les participants à cette Troisième Guerre mondiale. En 1988, j'avais écrit un long article pour mes clients en prenant l'idée des idées missionnaires de Toynbee. Il y avait 3 grandes idées missionnaires, c'était la Révolution américaine, dont le dieu était la liberté, la Révolution française, dont le dieu était l'égalité, et puis les musulmans, dont le dieu était la soumission. Vous savez, quand la Révolution française est tombée avec l'Union soviétique, les idées, j'ai dit il y a un énorme trou d'idées missionnaires, et la prochaine guerre, ce sera entre les États-Unis et le monde musulman, parce que l'idée de soumission et l'idée de liberté sont absolument antinomiques. Le monde musulman pouvait accepter l'idée d'égalité avec l'idée de soumission, ça va, mais l'idée de liberté est insupportable aux musulmans, de liberté individuelle. Donc je dis, la prochaine guerre sera entre le monde musulman et les États-Unis. Elle est en train de se produire, l'Europe n'est qu'une marche avancée, et ce que j'essaye de dire, c'est simplement, j'imaginais pas que les États-Unis allaient la perdre. Pour moi, si vous voulez, c'était évident qu'il y avait une guerre qui arrivait, et c'était évident que les États-Unis allaient la gagner. Et puis, la guerre a commencé, et les États-Unis sont en train de la perdre. Et qu'on ne me raconte pas d'histoire sur l'Europe est en train de la perdre, puisque, grosso modo, si vous voulez, nous n'avons plus aucune force militaire, à part quelques-unes qui traînent en Angleterre ou en France, qui sont des restes historiques de temps plus glorieux. Donc, on est là, on va se faire envahir, c'est ce que vous disent tous les musulmans, on va se faire battre par le ventre des femmes, point. Donc, la guerre a commencé, c'est avec le monde musulman, et on va la perdre. Le cardinal Lustiger, dans un livre que j'ai lu qui était tout à fait remarquable, où il était interviewé par 2 philosophes, Walton et l'autre, on lui pose la question, l'Église a le temps long devant elle, qu'est-ce que vous pensez de l'Europe? Et le cardinal Lustiger, il y a 20 ans, a dit « L'Europe a été perdue par l'Église comme nous avons perdu l'Asie mineure. » Pour lui, c'était déjà fait. Le seul continent qui restera chrétien, disait-il, c'est l'Amérique latine et l'Amérique du Sud, et l'Amérique du Nord. Voilà, si vous voulez aller dans des endroits chrétiens. Donc, si vous voulez, on est en guerre, et on est en train de se baratiner pour savoir si ce sera entre la Chine, la Russie, les États-Unis, alors que le monde musulman est en guerre contre nous. Mais qu'est-ce que vous attendez d'autre? Écoutez, vraiment... Oui. Monsieur Studenikov, je ne suis pas fataliste. Je ne suis pas fataliste dans ce domaine-là parce que, écoutez, la Russie nous donne l'exemple de coexistence absolument pacifique entre les différentes confessions et tout d'abord entre les musulmans et les chrétiens parce que les musulmans, ils sont énormément nombreux en Russie. 20 millions d'habitants. Les Tchétchènes seraient peut-être pas tout à fait d'accord. Tatars, Bachkirs, Tchétchènes... J'entends bien, mais vous avez eu des problèmes avec les Tchétchènes. Oui, mais... et que vous avez résolu fortement. Écoutez, on a utilisé les différents moyens et finalement, le problème a été résolu. Mais le monde musulman est aussi, il n'est pas homogène. Les pays musulmans sont différents. Et je ne pense pas que nous pouvons parler d'un conflit entre le monde musulman et les États-Unis ou le reste du monde. Il y a le terrorisme, il y a le radicalisme islamique, et il y a le monde musulman. Il faut distinguer les choses. Et le terrorisme d'État islamique existe. Mais l'État islamique, c'est une organisation... Non, pas de l'État islamique, des États islamiques. L'Arabie saoudite a financé depuis des décennies toutes les organisations terroristes, comme le Qatar. Et on sait très bien qu'il y a derrière le terrorisme. Aussi, Hervé, je vous redonne la parole. Oui, moi je diffère fondamentalement de votre position. Je ne suis pas surpris. Non, vous n'êtes pas surpris. Je diffère parce que je crois que les faits sont plus forts que les mots. Les faits qui me paraissent importants, c'est que dans le monde entier, l'extrémisme religieux est contesté. C'est contesté en Europe, c'est contesté en Asie,
je dirais que l'extrémisme dogmatique n'est plus de mise en Union soviétique. Donc cet extrémisme-là, bon. Alors il y a 1 milliard de musulmans, le monde aura 7 milliards de personnes dans 20 ans, 15% de la population. Et sur ces 15%, probablement 15% qui sont assez fanatiques. Et alors ? Ben vous aviez que 3% de nazis, hein ? Ils ont foutu le monde un peu à ça. 3% de nazis, ils ont foutu le monde un peu à ça. Mais nous avons une société de liberté où les opinions peuvent s'exprimer, où créer un courant qui emmène une majorité à imposer sa loi est devenu extraordinairement difficile. La société européenne, française, américaine et mondiale est en voie de mutation comme nous ne soupçonnons pas. Et cette mutation ne va pas, à mon avis, vers un extrémisme politico-religieux qui semblerait dépasser dans beaucoup dans les profondeurs des principaux pays mondiaux. Je souhaite que vous ayez raison, mais c'est pas ce que je vois dans les journaux tous les jours. Ah oui, mais moi je lis pas les journaux. Voilà. En tout cas, c'est la raison pour laquelle nous, en Russie, nous disons qu'il faut être beaucoup plus prudent si vous voulez faire quelque chose dans les régions comme Moyen-Orient et Proche-Orient. Il ne faut pas tout casser. Il faut aider à l'évolution politique de certains pays. Parce qu'il y a des traditions. Les traditions sont telles que la Syrie était toujours un pays beaucoup plus laïque que l'Arabie saoudite. Et le Liban, également, avec ses multiples confessions, était beaucoup plus laïque que l'Iran. Et en même temps, il y a une autre spécificité de la région. Aujourd'hui, l'Iran est un pays plus démocratique que tous les autres pays de la région. Parce que démocratique, mais à sa façon. Oui, c'est un État islamique, mais il y a la vraie vie politique, il y a la lutte entre les différents partis politiques, c'est pas une dictature. Il y a des autorités religieuses qui sont très influentes. Il faut mieux être une femme en Iran qu'en Arabie Saoudite. Oui, tout à fait. Donc, si vous calculez vous voyez combien il est différent cette région, combien sont différents ces pays. Et chaque fois, il faut être vraiment très prudent. Et il ne faut pas essayer à porter la démocratie qui existe dans les pays occidentaux depuis des années, des décennies. On ne peut pas imposer la démocratie à la façon occidentale, je ne sais pas, à l'Irak ou à la Syrie. Peut-être un jour, ça va venir, mais pas de telle façon comme le font les Américains. Je vais vous poser une dernière question à tous. Il n'a pas répondu, notre ami Berruyer. Oui, si je peux. Allez, mon ami Berruyer. Oui, parce que j'ai des regards un peu différents. On a abordé deux sujets, qui étaient finalement celui de Charles sur la partie le conflit musulman-occident. L'invasion. Et le premier était la question sur la Troisième Guerre mondiale. Pour répondre au premier, moi je suis moins pessimiste que ça. Il n'y a pas, pour le moment, d'État vraiment organisé qui veut vraiment rentrer en conflit avec l'Occident. Après, il peut y avoir des populations. En France, on a malgré tout une intégration qui marche plutôt bien. Maintenant, on voit que la situation actuelle, en particulier avec la Syrie, en tout cas avec les flots de migrants syriens, va poser des gros problèmes, à mon avis, déjà à l'Union européenne. Ça va contribuer, à mon avis, à son affaiblissement. Et on va voir ce qui va se passer dans certains pays, puisque la tradition en Allemagne n'est pas aussi une tradition d'intégration comme elle est chez nous. Le taux de mariage mixte, par exemple, est très différent entre les pays. Donc, quand il se récupère presque 1 million de réfugiés syriens, j'attends de voir comment ils vont les traiter. Mais ceci étant, comme pour le moment, ceux qui bénéficient économiquement de l'euro et de la construction européenne, qui s'occupent des migrants aussi, et qui n'essayent pas de les refiler aux autres pays, puisque comme ça, willkommen. Premier point. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est un sujet effectivement qui est souvent dans les têtes. On va dire, peut-être qu'on sera d'accord là-dessus, que c'est quand même un sujet plutôt de moyen terme. Pour qu'il y ait un moyen terme, il faut qu'il y ait un court terme, comme dirait la Palisse. Et là, moi, j'ai envie de citer Albert Einstein qui disait « Je ne connais pas les armes de la Troisième Guerre mondiale. Pour la quatrième, ce sera des cailloux. » Ça me semble encore très optimiste. Je ne pense pas qu'il y aura une quatrième guerre mondiale. S'il y a une troisième, vu les dégâts que peuvent causer des conflits nucléaires.
Vous disiez tout à l'heure, on ne veut pas en parler. Je pense qu'il faut en parler quand même. En tout cas, quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, et c'est d'ailleurs très inquiétant, ils en parlent. Hein. Vous regardez dans les commissions militaires des comités de la défense, eux... La première menace, c'est la Russie. Oui, Russie, de toute façon, on gratte un peu, on voit que la Chine n'est pas bien loin. Quoi. Et là, ce qui est assez fascinant, et je pense qu'il doit être assez... on a évoqué le sujet tout à l'heure. Pourquoi ? Non, parce qu'il n'y a pas de problème avec la Russie. Ça n'est plus au temps de l'URSS. Quand on regarde, la Russie est un pays qui est globalement démocratique. Il y a sans doute des choses à redire. Mais par rapport à pas mal d'autres pays de la planète, c'est déjà quand même pas si mal que ça. Il n'envahit personne. Il bombarde personne dans son entourage. C'est pas quand on compare la Russie avec les États-Unis. On voit si un pays qui déstabilise le monde. Il ne me semble pas que ce soit la Russie. Donc on pourrait dire, ils sont plus communistes, je pense. J'ai pas senti des poussées communistes, moi, chez Poutine. Et pourtant, on a un vent de folie. Parce que, on est sur un niveau psychiatrique. Quand on regarde, disait la presse aujourd'hui, on a une russophobie qui vaut le Bosch de 1914, sachant qu'il ne nous fait rien. La position géopolitique de la Russie a été exprimée très bien par Poutine en 2007, qui était en gros, nous, ce qu'on aimerait bien, si ça ne vous dérange pas, on aimerait être amis avec l'Europe. Voilà la vision russe, je ne pense pas la trahir, c'est ce qu'il voulait, en disant on a les mêmes intérêts, restez amis avec les États-Unis, mais soyez aussi amis avec nous, trouvons un monde équilibré. Voilà la vision russe. Ce qu'on leur a fait, ce qu'on leur a craché dessus. C'est pas très très cool, et puis qu'on le fait souvent. Et pour des raisons délirantes, que ce soit l'Ukraine, que ce soit sur des sujets même symboliques. L'histoire des Mistral, c'est délirant. On ne leur vend pas un bateau parce que c'est un porte-hélicoptère en leur disant, si ça se trouve, vous allez l'utiliser pour envahir l'Ukraine. Ils ont 3000 km de frontières, mais on ne veut pas leur vendre un bateau pour transporter des... c'est comme si la Russie ne nous vend pas un bateau, des fois qu'on l'utilise pour envahir l'Allemagne. C'est stupide. Donc je ne sais pas comment les Russes comprennent ça, mais en tout cas, c'est assez incompréhensible quand on le regarde. Et pourtant, on voit qu'on a une presse qui s'acharne là-dessus pour faire monter des tensions. Qui sont extrêmement déstabilisantes. Et on a cette vision aux États-Unis que je trouve de plus en plus inquiétante, qui est une vision messianique. Alors ils l'ont toujours eu, la vision de la destinée manifeste. Quand on regarde comment ils se sont construits, parce qu'au début c'était un petit lot de colonisation sur la côte est américaine, et on voit qu'ils ont une vision en disant il faut qu'on envahisse tout le continent. C'est à nous. On va apporter la liberté sur ce continent. Alors pour les Indiens, c'est loupé, ça n'a pas été une grande liberté, mais ils ont eu le continent. Puis après, on voit qu'ils ont voulu envahir le Canada, puis on voit qu'ils ont voulu piquer le Mexique, puis finalement, ils ont fait leur zone. Puis après, on voit que l'étape suivante a été, tiens, maintenant, on va apporter la démocratie sur la planète. Alors évidemment, ils ont joué un rôle stabilisateur dans la guerre froide, mais là, il n'y a plus d'ennemis, donc on aurait pu dire, ça va se calmer, maintenant, on va dissoudre l'OTAN, on va revenir à des choses équilibrées. Pas du tout, c'est, maintenant, en fait, il n'y a plus d'ennemis. Alors après, le terrorisme, tiens, ça a servi un certain temps, puis là, on voit que maintenant, malgré tout, le terrorisme, ça marche moins bien, comme ennemi, fédérateur, c'est pas terrible. Et on voit que maintenant, ils cherchent un nouvel ennemi. Évidemment, la Russie, c'est pas de bol, c'est retombé sur vous. Mais on gratte un peu, on voit que la Chine ne sera pas loin derrière. De toute façon, c'est le coup d'après. Et ça, c'est assez inquiétant, parce qu'il n'y a pas de raison objective. C'est comme des pays, la Chine ou la Russie, qui ne sont pas interventionnistes, qui ne menacent pas les États-Unis. Il y a tout ce qu'il faut pour vivre en paix. On voit qu'il y a une stratégie de la tension permanente et sur quelque chose qui n'est pas réaliste, qui se construit, ce qu'on appelle maintenant des narratives, donc cette espèce de fiction, on croit. Donc, par exemple, il y a un dictateur sur la planète, c'est Poutine, que vous regardez, c'est du délire, mais c'est pas grave. Ça rentre dans les esprits, on voit que ça s'auto-alimente par toute une gestion médiatique, des pseudo-experts qui sont d'ailleurs très proches des États-Unis, puis finissent par croire à leur discours, et puis le politique, il est paralysé, parce que tout d'un coup, quand la population se met à vomir Poutine, on ne peut plus être sympa avec Poutine quand on est dirigeant politique. Et donc ça, c'est des stratégies de tension qui sont complètement irrationnelles et qui sont très inquiétantes dans la diplomatie occidentale. Et je pense que ça va être très difficile dans une vision russe ou chinoise de comprendre ce qui se passe en disant « mais vous êtes cinglés ». Oui, on est cinglés. Oui. Parce que les États-Unis ont cette vision-là, mais on l'a vu, on va apporter la démocratie en Irak. Après cette expérience, on aurait pu dire ils vont arrêter, ils vont quitter la zone, excusez-nous, rendre les clés aux autres, et puis non, ils continuent. Et là, maintenant, ils sont en train de renvoyer des troupes en Syrie, après avoir failli la bombarder. Donc on voit qu'il n'y a pas de limite, et on voit qu'ils ont en tête, et je répète, regardez, il y a eu ça le mois dernier, dans des discours, en tout cas dans des travaux de commission politique et sénatoriale de la défense américaine, une vision, oui, la guerre est possible, et si ça se trouve, ce sera dans quelques années, pas dans quelques décennies. Hervé. Il y a un besoin américain d'avoir un ennemi, d'avoir une opposition, de se distinguer. Bon. Alors, ils sont retombés sur la Russie alors qu'il est évident que l'Europe a besoin d'une relation sereine, positive et en développement économique et en lutte contre le terrorisme avec la Russie, très clairement, que les Russes jouent le rôle avec l'Europe bien et que cette
passion américaine d'exister en ayant un adversaire total, il y a encore des restes de cela. Et revenant des États-Unis, j'ai constaté qu'il y avait des gens de 40-45 ans qui tenaient le même discours que j'avais connu il y a 50 ans, hein, quand j'y avais été pour d'autres raisons. Donc, il y a une attitude, un préjugé américain qui a besoin d'un adversaire. Eh bien, nous devons, je dirais, avoir un peu d'humour. Les laisser. Les Américains veulent ça très bien, nous respectons, et nous tissons un réseau avec la Russie et avec cette région plus dense, plus constructive, plus économique, plus culturelle. Hein. On a quand même énormément à retirer de la culture russe et vice-versa. Donc, moi, je ne m'en inquiète pas. Je crois il y a des gens qui ont des préjugés, eh bien, il faut le leur laisser. Voilà. Charles, je vais vous poser à tous une dernière question. La question, c'est qu'est-ce que vous avez comme conseil à laisser aux jeunes générations ? Une bouteille à la mer sur Internet, c'est-à-dire que votre parole arrivera peut-être dans l'ordinateur d'un ado qui s'intéresserait à des sujets un peu arides. Donc à chacun, vous aurez à répondre à cette question. Laissez un conseil aux jeunes générations. Vous avez 1 minute. Ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur. Le monde actuel est extraordinairement intéressant. Jamais l'espace de liberté individuelle n'a été aussi fort. Il y a des tentatives faites par les États pour continuer à nous mettre en esclavage. Mais grâce à Dieu, grâce à la technologie, ne pas avoir peur et penser aux structures horizontales, c'est-à-dire rester léger, ne pas se coller dans des grandes structures pyramidales qui vont toutes s'écrouler. Il faut rester léger, rester souple et être prêt à bouger. S'il est jeune, il faut être prêt à bouger. Quand je suis arrivé à Hong Kong, il y avait 2000 Français en 1998. Aujourd'hui, il y en a 25 000. Donc, si vous voulez, la quasi-totalité des gens compétents en France travaillent aujourd'hui à Londres, à New York, ou à Hong Kong, ou n'importe où. Dès que la France cessera de faire des bêtises, il faudra revenir. Monsieur le ministre conseiller. Moi, je proposerais de réfléchir et d'analyser. De ne pas croire à n'importe quel mass média, tout simplement comparer, lire. Grâce à l'Internet, il y a vraiment, je me souviens de mes années d'étudiant et d'écolier, c'est difficile à imaginer maintenant de ne pas avoir l'accès à l'Internet. Donc maintenant, tout est possible. Analysez les différentes sources d'informations, réfléchissez. Voilà, c'est ce que je peux proposer. Et créer votre propre vision en se basant sur différentes sources d'informations. Ne prenez pas le fait qui a été proposé par quelqu'un. Essayez de décider, essayez de créer votre propre vision des choses sans intermédiaire. Prenez les différentes sources d'informations et réfléchissez. Je suis d'accord. Moi, je prendrais la formule de Lénine. Apprendre pour agir et comprendre. Apprendre et encore une fois apprendre. Voilà. Comment on le dit en russe ? Учиться et еще раз учиться. Olivier Berruyer. Il existe de très beaux textes de 1912-1913, puisqu'à cette époque-là, il y avait déjà une première mondialisation, et les gens expliquaient qu'il n'y aurait plus jamais de conflit, parce que les intérêts étaient croisés, qu'il ne fallait pas s'inquiéter, que les guerres c'était du passé. On voit très bien que la folie humaine, malheureusement, ne remplit pas des critères logiques. Donc pour le coup, le jeune, je dirais, pour le coup, toi, oui, aie peur, parce qu'en tout cas, c'est comme dans l'idée, si tu veux, la paix prépare la guerre, enfin en tout cas, crains toujours le pire pour éviter qu'il n'arrive. Pour ça, pour rebondir aussi sur ce que vous disiez, moi je citerai un grand philosophe, Bertrand Russell, qui disait « Ne soyez jamais sûr de rien ». C'est déjà une base intéressante de critères. En tout cas, voilà, creusez les choses, n'ayez pas confiance dans les médias. Et battez-vous, résistez, parce que ce sera le prochain combat. Grâce aux technologies, on est plus libre. Je pense que bientôt, on sera moins libre grâce aux nouvelles technologies. Et je pense que les États contrebalanceront rapidement, malheureusement, ces points-là. Donc résistez.
parce que ce sera le prochain combat, à mon avis. Voilà ce que je dirais en général. N'ayez pas peur, c'était Jean-Paul II. Hein. Oui, je sais. Voilà. Messieurs, je vous remercie. Cette interview est maintenant terminée. Merci beaucoup.